Mardi dernier, le jury du prix Albert Londres a couronné Marie-Monique Robin pour son magnifique et très angoissant reportage « Les voleurs dieux ». Ce témoignage inattendu sur les trafics d'organes en Colombie a été diffusé sur M6 dans Zone Interdite, le magazine de Patrick de Carolis. Quelques images de ce document. Nous avons fini par retrouver la maman de Jensen. Elle nous raconte l'histoire de son fils atteint d'une diarrhée aiguë lorsqu'il était tout petit. Elle l'avait amené dans l'hôpital public tout proche du bidonville où elle vit. Mon enfant voyait parfaitement. Quelle maladie a-t-il eu? L'acidosis. C'est quoi? C'est un microbe qui donne la diarrhée, de la fièvre et des vomissements. Il en est sorti aveugle. Ils m'ont appelé de l'hôpital pour me dire que mon enfant était mourant. Quand je suis arrivée là-bas, il lui avait déjà arraché les yeux. Il était bandé. Et ça saignait abondamment. Alors j'ai dit, mais je n'ai pas emmené mon enfant pour un problème de vue, mais pour une diarrhée. Ils m'ont répondu que mon enfant était devenu aveugle et que de toute façon il allait mourir. J'ai dit non, je ne vous le laisserai pas. Je vais l'emmener dans un autre hôpital. J'ai pris le bus pour Bogota avec mon enfant et je suis allée dans un autre hôpital. Là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire, car mon enfant n'avait plus Dieu. Vous n'avez jamais porté plainte? Non, parce que nous n'avions pas les moyens de nous payer un avocat. C'est trop cher. Nous n'aurions jamais pu trouver l'argent. Et le médecin qui a fait ça? Je suis retournée le voir, mais il m'a dit qu'il avait brûlé le dossier médical. Tout a disparu. Il n'y a plus aucune preuve du passage de mon fils dans cet hôpital. Vous savez, c'est là-bas qu'arrivent tous les enfants pauvres. C'est pour ça qu'il y a tant d'histoires. Cet hôpital est le pire qui existe. Marie-Monique Robin, ce reportage méritait vraiment le prix Albert Londres. C'est une enquête tout à fait remarquable et j'imagine que la réalisation en a été très difficile. Oui, c'était très difficile et ça continue de l'être d'ailleurs. Oui, je précise tout de suite, ça continue de l'être parce que vous venez d'apprendre qu'en Colombie, on vous fait quelques problèmes. Or, il ne faut pas confondre la Colombie et ensuite des gens qui font ce sale travail, c'est-à-dire qui font le trafic d'organes. Bien sûr, moi je n'ai jamais accusé le gouvernement colombien, ni même insinué qu'il pouvait participer à un tel trafic. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui le font, qui sont des individus colombiens, parfois en liaison avec des Français, ou de manière plus générale d'ailleurs des Occidentaux. Mais ce n'est pas du tout une dénonciation du gouvernement colombien. Mais lui m'attaque, se sent atteint. Comment avez-vous eu l'idée de réaliser un reportage comme celui-là? Alors je voyage depuis 10 ans en Amérique latine, à raison de... C'est votre terrain d'action. C'est mon terrain, oui, depuis 10 ans, 4-5 fois par an. Donc très souvent, lors de mes reportages, on me parlait de cette rumeur qui courait les bidonvilles, comme quoi des enfants disparaissaient, on les retrouvait donc morts ou vivants, sans yeux ou sans reins. Et j'y croyais, en fait, au départ, je n'y croyais même pas parce que je n'ai pas de formation médicale et je me disais c'est impossible. Et en fait, j'ai compris assez vite, en rencontrant des spécialistes, que la greffe de cornée, par exemple, est extrêmement simple. La cornée, c'est un tissu qu'on peut conserver 3 semaines sans aucun problème, donc on peut les transporter. C'est une greffe extrêmement facile parce qu'il n'y a pas de problème d'incompatibilité tissulaire, donc il n'y a pas de rejet. Enfin, donc à un moment, je me suis dit c'est quand même assez troublant. D'un côté, cette facilité pour faire une greffe de cornée, de l'autre, cette pénurie qu'on a dans tous les pays occidentaux. Et enfin, connaissant l'Amérique latine, qui est un continent que j'aime beaucoup, a pesar de todo, comme on dit en Espagne, malgré tout, hein, je savais que les enfants sont dans les rues, plus ou moins abandonnés, pour des situations économiques extrêmement difficiles, et qui sont la proie de trafics dont certains sont totalement avérés, notamment le trafic d'enfants pour adoption illégale ou pour prostitution infantile. Il y a un livre déjà, c'est L'Enfer, je crois. Oui, L'Enfer. Il y a un téléfilm, et qui a d'ailleurs été présenté tout à fait récemment. Et puis il y a aujourd'hui ce prix Albert Londres. Henri Amouroux est avec nous, il est le président du prix Albert Londres. C'est un grand prix pour les journalistes, c'est le prix Goncourt. Oui. Alors pour quelle raison l'avez-vous remarqué? Et d'autre part, est-elle venue d'évidence vraiment tout en haut de l'affiche? Oui, nous l'avons remarqué parce que c'était un film fort et qui s'inscrit, à mon avis, dans la tradition de ce que faisait Albert Londres.
Albert Londres, c'était de l'écrit, mais si Albert Londres avait vécu aujourd'hui, Albert Londres est mort en 1933, s'il avait vécu aujourd'hui, il aurait peut-être fait l'audiovisuel, ou en tout cas compris l'audiovisuel. Madame Robin va dans le même sens, n'est-ce pas? On porte la plume dans la plaie, ou la caméra dans la plaie, c'est pareil. Notre métier n'est pas un métier de béni oui-oui, vous le savez bien. Et Marie-Monique Robin a eu ce prix Albert Londres pour la 11e fois. C'est un prix réservé à la presse audiovisuelle. Mais il y a aussi le 57e prix Albert Londres qui, lui, est réservé aux journalistes. Il a été décerné pour la première fois à titre collectif au bureau de l'AFP à Moscou pour sa couverture de l'offensive russe en Tchétchénie. Et l'un de ces journalistes, Bertrand Rosenthal, qui était de passage à Paris, nous a raconté un peu comment il vivait la reconnaissance de ce prix. L'agence France Presse fournit l'ensemble des médias français et étrangers en informations sous forme de dépêches envoyées dans les rédactions. 9 journalistes parmi le millier que compte l'agence ont reçu cette année le prix Albert Londres. Ils ont travaillé sur l'invasion de la Tchétchénie par les Russes. Ça récompense l'AFP en général et les journalistes qui ont été, cette fois-ci, qui sont reconnus comme agenciers sur un terrain de guerre. Donc on est 9 à être primés cette année. On est 9 qui avons en partie risqué notre vie à Grozny pour faire notre travail d'agencier. On est resté souvent seul à Grozny, on y a dormi, ça bombardait. Je crois que pour l'AFP en général, ça a été un grand succès journalistique et aujourd'hui la profession en France reconnaît ces efforts qui ont été faits et les risques pris et le bon travail qui a été effectué. Cette équipe de journalistes qui travaille dans l'ombre a déjoué les tentatives de manipulation du pouvoir russe dans ce conflit. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, où les Russes annonçaient la prise du palais présidentiel, il n'y avait à Grozny que 5 journalistes cette nuit-là, dont 2 de l'AFP, qui ont pu raconter que ça n'était pas vrai. Mais je crois que le prix récompense plus que ça, plus que le fait d'être resté sur place. Je pense qu'il récompense une bonne couverture, le fait d'avoir été vite, rapide, d'avoir su garder les nerfs et d'avoir, je crois, fait une bonne copie, enfin d'avoir bien informé le monde de ce qui se passait, et même peut-être d'avoir joué un rôle, puisque quand Boris Yeltsin annonçait qu'il avait donné l'ordre de l'arrêt des bombardements aériens sur la ville, nous, parce qu'on était présents à Grozny, on a pu dire que ce n'était pas vrai, que les bombardements continuaient sur Grozny. Et Boris Yeltsin, 48 heures après, a dû dire « c'est vrai, finalement, les bombardements continuent ». Bertrand Rosenthal nous a parlé de son travail en Tchétchénie. Alors là, une petite question, Henri Amouroux. Vous avez décerné donc cette fois-ci 2 prix, Marie-Monique Robin pour l'audiovisuel, 9 journalistes de l'AFP. Ce qui est important, je voudrais dire un mot de l'AFP. C'est la première fois... L'agence France Presse. L'agence France Presse. Nous avons déjà donné le prix à l'agence France Presse à Sami Ketz il y a 5 ou 6 ans. Il était au Liban, il avait fait une couverture admirable de ce qui se passait au Liban. Mais jamais collectivement, jamais collectivement. Alors là, c'est toute une équipe qui a assuré à Grozny vraiment un travail considérable. Et ces journalistes étaient les seuls pendant plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines. Et le monde entier, américain, italien, anglais, etc., s'informait parce qu'il y avait là les journalistes de l'AFP qui venaient de Moscou, qui venaient, qui repartaient, parce qu'ils restaient 4 jours, 5 jours, 6 jours, etc. Ils faisaient le travail. Et l'AFP, l'agence France Presse, c'est quelque chose de très important. Les lecteurs voient au bas d'une dépêche AFP. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que ça représente. Alors que les journalistes sont partout dans le monde. Ils ne savent pas que ça représente une immense toile d'araignée sur le monde, française, ne dépendant pas du gouvernement, indépendant, dépendant des journaux, dépendant de la presse, et que ces confrères représentent véritablement à la fois l'information et notre pays. L'information et notre pays, c'est très important. Chaque fois quand nous commençons une enquête, il y a des pays où on va depuis 5 fois, 6 fois, 15 fois, on y va tout seul, on n'a pas besoin d'eux. Mais la première fois, il y a toujours dans la vie une première fois. Toujours dans la vie une première fois. Dans toute l'histoire humaine, il y a une première fois. Vous vous attachez pour ces reportages à la qualité littéraire? Ah oui, bien sûr. Alors il y a quelque chose qui me frappe, voyez-vous, qui m'a beaucoup frappé, et je ne suis pas le seul, ça nous a beaucoup frappé cette année. C'est que beaucoup de journalistes ont maintenant énormément de diplômes. Ils sont très diplômés, ce qui n'était pas vrai il y a 50 ans, il y a 40 ans. Et ils font de très bons dossiers. Mais je ne suis pas sûr qu'il ne manque pas un peu l'âme. Vous voulez dire par là qu'ils ont les diplômes et qu'ils ont moins de talent? C'est ce que je vous ne voulez veux pas dire ça. Je veux dire que quelquefois, les diplômes étouffent un peu le talent. Ils font des dossiers, ils ne font pas un texte vécu avec leur ventre, avec leur cœur, avec leurs nerfs, n'est-ce pas?
Je ne veux pas dire que ce soit trop travaillé, ça serait bête si je disais que c'était trop travaillé. Il faut beaucoup travailler, mais il faut aussi l'écriture. C'est l'écriture qui fait passer les choses, c'est l'écriture. Marie-Monique Robin, vous appartenez à l'agence CAPA, vous courez le monde, votre territoire particulier c'est tout de même l'Amérique du Sud, mais vous avez aussi une forme de liberté pour réaliser de grands reportages. C'est une chance, non? Oui, bien sûr, c'est une chance. Et là, c'est vrai que l'un de mes atouts pour ce reportage, c'est justement d'appartenir à une grande agence comme CAPA. Parce que c'était un travail il y a eu 1 an d'enquête, hein, donc c'est très long, quoi. Hein. Et on a fait travailler une quinzaine de confrères dans tout le continent latino-américain. Donc je crois que c'était la condition sine qua non, quoi, pour réussir à faire ce travail. Je ne l'ai pas fait toute seule, donc c'est une reconnaissance de prix pour moi, bien sûr, mais pour tous les gens qui ont travaillé avec moi. Il faut rappeler aussi que ce reportage, Les voleurs d'yeux, est passé dans Zone Interdite, sur M6, dans le magazine de Patrick de Carolis, et qu'il y a eu aussi une bonne participation de Planète. Voilà, donc à l'origine, c'est même Planète Câble, en fait, parce qu'il est coproducteur, et c'était une version qui faisait un peu plus long, elle faisait 1 heure, il y avait aussi le Mexique et les États-Unis dedans, et elle s'appelait Voleurs d'organes. Et c'est vrai que sans Planète Câble, le film ne serait pas fait. Parce que comme on disait que ça n'existe pas, personne ne voulait prendre le risque de coproduire ce film, en fait. Enfin, on sait aujourd'hui d'une manière claire qu'il y a un trafic d'organes. Voilà. Alors on parle d'Albert Londres. Cet homme du début du siècle a été considéré comme l'un des plus grands journalistes français, peut-être même le plus grand journaliste, évocation de Carole Whitcroft. Pour des générations de journalistes aux 4 coins de la planète, Albert Londres, l'homme, le journaliste, restera l'incarnation de la conscience morale et d'une recherche effrénée de la vérité. Il témoignera sans relâche pendant 18 ans. C'est un homme qui finalement dans sa vie a eu 2 périodes. Une première période où je dirais que ça a été une sorte de flâneur salarié. Il a reporté l'Europe et le monde pour les différents journaux pour lesquels il travaillait. Et une deuxième période pendant laquelle il a été une sorte de Don Quichotte, un redresseur de tort. Et là, il a épousé les grandes causes humanitaires. Donc, il a fait des reportages sur le bagne de Cayenne, sur la traite des Noirs, l'esclavage, la traite des Blanches en Argentine, et des sujets de ce style. Quand il faisait un reportage, il allait voir les gens, il allait vers eux, tranquillement, pour les écouter, pour les observer, et il se fondait dans le paysage. Et quand on lit ce qu'il écrit, on est dans l'événement, on est dans la situation, parce qu'il y a la couleur. Il y a la couleur des couleurs des pays, il y a l'odeur des maisons, il y a tout ça. On y est. Un reporter, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous donne l'impression que quand vous lisez ce qu'il écrit, vous y êtes vous aussi. À son retour de Cayenne, ses écrits sont une référence. En 1937, quand un décret supprime le bagne, certains se souviennent des articles d'Albert Londres. En bas, sur la mer, 11 hommes blancs et 2 policiers noirs attendaient dans une barque. C'étaient 11 Français, 11 forçats évadés, repris et qu'on voulait rembarquer pour la Guyane. Le soleil et la fatalité pesaient sur leurs épaules. Ils regardaient le paquebot avec des yeux emplis de tragique impuissance. Et sa façon d'écrire, c'est sa façon de voir le monde. Et je trouve, aujourd'hui encore, donc plus de 50 ans après, que Albert Londres, c'est une leçon de journalisme pour tout le monde. Et ça, je trouve que Albert Londres reste d'actualité. Le prix Albert Londres, pour moi, c'est important. Chaque année, je le suis attentivement, parce que c'est un esprit. L'esprit d'Albert Londres, c'est pas quelque chose de... c'est pas rien, ça existe. Et ensuite, quand on regarde le palmarès, eh bien, je trouve que le prix Albert Londres, son jury, depuis un demi-siècle, s'est beaucoup moins trompé que le jury du prix Goncourt et que celui du prix Nobel. S'il fallait faire un palmarès des jurys, je mettrais celui-ci en premier. Henri Amoureux, ce que dit Pierre Assouline doit véritablement vous réjouir. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. J'ai fait partie d'un jury littéraire pendant 17 ans, puis j'en ai démissionné. Je ne dirais pas lequel. Prix Interallié, non? Non, Renaudot. Renaudot, pardon. Tant pis, je l'ai dit. Mais je veux dire qu'au prix Albert Londres, il n'y a pas d'histoire politique. Il n'y a pas d'histoire de journal. Nous, vraiment, nous votons pour le meilleur, ce que nous pensons être le meilleur. Je n'ai jamais vu de combine, on se dit, ah tiens, on vote une année pour... Oui, mais parce qu'il y a des grands reporters dans le jury, et que ces gens-là ont été sur le terrain, ils savent ce que c'est que le journalisme. Et puis, parce que nous serions, je vais vous dire la vérité, parce que nous serions honteux de faire un mauvais choix collectif pour une combine. Nous en serions honteux et nous supporterions ça très mal. Albert Londres a été totalement ancré à l'événement. Oui, il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la télévision. C'est
par lui que l'on a appris le bagne de Cayenne. Alors aujourd'hui, il y a encore des journalistes pour dénoncer de grands scandales, ça existe. Écoutez, ils le font quotidiennement. Pardonnez-moi, voilà. Marie-Monique. Mais aussi une autre journaliste, une femme. Le scandale du sang contaminé dans l'événement du jeudi, c'est une femme qui a dénoncé ce scandale, qui a mené toute enquête. Une petite question, Henri Amouroux. Pourquoi ce prix est-il réservé seulement aux moins de 40 ans, comme si au-delà de 40 ans, on n'avait plus de talent? Non, mais c'est pas ça, parce que... C'est du jeunisme? Non, pas du tout, mais je crois que c'est Léonard de Vinci qui disait qu'à 30 ans, tout homme est responsable de son visage. Oui. Bon, alors comme c'était... Maintenant, nous avons mis à 40 ans, tout homme est responsable de sa qualité. Il doit... C'est pas du tout... On pourrait aller plus loin, mais pourquoi? Non, c'est 40 ans, c'est pour les jeunes journalistes. Et tous les ans, depuis 5 ans, 6 ans, tous les ans, les lauréats de l'audiovisuel et de l'écrit participent au vote parce que, justement, ils nous apportent leur regard, leur vérité et aussi leur regard sur des candidats qu'ils ont vus travailler. Donc Marie-Monique Robin va voter pour l'an prochain. Alors il y a un mot chez nous qui revient très souvent, un mot qui illustre le grand reportage. Ce mot, c'est le scoop. Bon, c'est un mot anglais. Alors le scoop constitue la révélation d'un événement. Et c'est encore aujourd'hui, il faut bien le dire, la tentation du reporter, des reporters. Et voici un rapide portrait de l'homme qui sut montrer au monde l'invasion de la Grenade par les troupes américaines. Alors on connaît bien son nom, Michel Parbeau, c'est un reportage encore de Carole Whitcroft. Le métier de journaliste, c'est être le témoin pour les autres de ce qui se passe. Pour moi, ça a été une vocation au départ. J'avais 13 ans. Et mon père, qui était architecte, avait une passion, c'était les caméras. Alors il m'a donné une caméra et puis il m'a dit, bah vas-y, amuse-toi. Alors j'ai pris cette caméra et je vous jure que ça a été le chemin de Damas, quoi. Tout d'un coup, la révélation. Effectivement, j'ai passé ma vie, parce que maintenant j'arrive presque au bout, j'ai passé ma vie à aller voir pour les autres. Et puis il y a eu l'invasion de l'île de la Grenade par les Américains. Et je travaillais à ce moment-là pour l'agence Sigma Télévision que j'avais créée. Et le rédacteur en chef de Sigma Photo avait fait une bonne analyse de ce qui se passait. Il m'a dit, il faut absolument y aller. Les Américains tournent autour de l'île de la Grenade. Coup de chance, je suis arrivé la veille du débarquement américain dans l'île de la Grenade. Et deuxième coup de chance, merci Monsieur Reagan, il avait interdit à toute la presse mondiale d'y aller. Donc je me suis retrouvé tout seul, avec un photographe de l'agence Sigma, je me suis retrouvé tout seul en télévision pendant 3 jours dans l'île de la Grenade et j'ai fait ce qu'on appelle un scoop mondial. Bon, j'en suis très fier, mais en même temps, bon, c'est un coup de news. Moi, ce qui m'intéresse davantage, et surtout maintenant, avec un petit peu plus d'expérience, bah, c'est d'aller un petit peu plus loin dans les choses, d'essayer de mieux comprendre les gens. J'ai le souvenir d'avoir retrouvé un témoin sur une enquête que j'ai faite, où j'ai refait l'enquête sur la mort de Martin Luther King. Un seul coup de feu, une balle dans la tête, Martin Luther King est assassiné au Lorraine Motel. Ce 4 avril 1968 disparaît celui qui portait tous les espoirs d'émancipation de millions de Noirs américains. J'ai retrouvé un témoin capital qui affirme avec force, c'est une vieille dame aujourd'hui, qui affirme avec force que l'assassin qu'elle a vu sortir de l'endroit où il a tiré n'est pas James Earl Ray. Bon, bah ça, c'est des moments forts de journalisme pour moi. C'est des moments importants parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas inutile, quoi. Aviez vu James Earl Ray suffisamment longtemps auparavant pour le reconnaître immédiatement s'il avait été celui qui était sorti de la salle de bain? Je l'aurais certainement reconnu. Et les prix, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le prix Albert Londres ou... Très sincèrement, j'y attache pas beaucoup d'importance. Moi, mon prix à moi, c'est quand je me balade sur les routes des Landes, que je passe dans les campagnes, et que la nuit tombe, et qu'il y a cette petite lumière très particulière de l'écran de télévision allumé. Et qu'il y a des gens qui regardent dans leur maison. Bon, ils ne regardent pas forcément un reportage que je fais, mais je me dis, je travaille pour ces gens-là. C'est extraordinaire. Michel Parbeau a eu tous les prix, sauf le vôtre, Henri Amouroux. Mais on parlait de scoop. Quel a été le grand scoop de l'histoire de la presse? Je sais pas. Écoutez, à mon avis, le jour où l'AFP, l'agence France Presse, annonce la mort de Staline. La mort de Staline.
Ça, c'est l'annonce. Ah oui, et il annonce avec 3 minutes, 4 minutes d'avance sur tout le monde. Alors là, c'est un scoop. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a des écoutes. Il y a des écoutes, des radios russes en permanence dans toutes les grandes agences de presse. Et les Français qui écoutent, ou les Russes francisés qui écoutent à Paris, entendent que dans un studio, il y a 2 types qui parlent et l'un qui dit « le chef est mort ». Alors, c'est le problème. Est-ce qu'on prend ça au sérieux ou est-ce qu'on ne prend pas ça au sérieux? Et le chef, c'est forcément Staline. C'est Staline. Oui, on savait qu'il était malade. Est-ce qu'on prend ça au sérieux ou est-ce qu'on ne prend pas ça au sérieux? Et il dit ce n'est pas possible qu'il blague. On peut blaguer dans un studio parisien, on ne peut pas blaguer du temps de Staline dans un studio à Moscou. Et à partir de ce moment-là, ils disent Staline est mort. Et ils prennent tout le monde d'avance. Et il y a le contre-scoop, c'est-à-dire lorsqu'on annonce l'immense victoire de Ningès-R et Colli. Ah oui, ça, alors là, c'est une blague, c'est un montage. Non, il y a le attention, c'est pas une blague, c'est une défaite. C'est une défaite. C'est une défaite, parce que on sait bien mais c'est parce que... Ils ont sombré corps et bien. Bien sûr, mais c'est parce qu'on voulait servir l'édition. Servir l'édition et qu'on pariait sur le succès. Il y a une difficulté aussi de la nouvelle pour un journal qui est en train de boucler, qui roule. Non, il y a des roule. contre-scoops parce qu'on veut faire mieux que la concurrence. C'est Timi Sohara, où on annonce un chiffre fabuleux, sans réflexion, sans aucune réflexion, car on annonce 7000, 8000 morts, je ne sais plus combien ça ne va. Or, celui qui dit que ce n'est pas possible, qui dit 700, eh bien, il est dévalué. C'est ça, voilà le drame de notre métier. Si vous dites, si quelqu'un dit 7000, moi je dis 700, eh bien je suis dévalué à Paris, parce que pour ma rédaction parisienne et pour l'opinion, 7000 est meilleur que 700. Or, c'était ridicule. Il suffisait simplement de savoir que en un jour, ce n'était pas possible, que l'armée française, en 5 semaines de guerre en 1940, avait perdu 93 000 hommes, 5 semaines de guerre, avec des canons, des avions, des chars, etc., que là, ce n'était pas possible. Il suffisait de voir que les cadavres qu'on vous montrait étaient toujours les mêmes, recousus, toujours les mêmes, bref, ce n'était pas possible. C'est malhonnête. Je ne dirais pas que c'est malhonnête, je dis que ce sont des gens qui sont pris par l'instant, par l'immédiateté, et qu'il faut qu'ils lâchent quelque chose et qu'ils sont enfermés, car ils ne peuvent pas sortir. En tout cas, c'est le poids de notre responsabilité. C'est le poids de notre responsabilité qui demanderait un minimum de réflexion. Merci à vous deux. Simplement un mot pour terminer. Une mission internationale va partir pour la Colombie, Marie-Monique Robin. Cette mission pourra faire son enquête sur ce que vous avez vécu et ce que vous avez réalisé, c'est-à-dire ce trafic d'organes, et on verra bien là où les choses vont. Donc ça doit vous rassurer. Pour 5 pays, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la Colombie. Non, donc, voilà. Et j'en suis ravie. Actuellement, la mission se prépare. Il y aura donc des gens de tout soupçon qui vont enquêter. Henri Amoureau, je sais que votre histoire des Français sous l'occupation va venir maintenant sous une autre couverture, puisqu'en effet l'ensemble de l'œuvre va apparaître dans la formidable collection bouquins de Guy Scheller. Mais moi, c'est toujours cette question, ce sera la dernière d'ailleurs. Vous racontez l'horreur de l'occupation, c'est-à-dire ce qu'ont été les Français sous l'occupation. Est-ce que ça peut recommencer? Est-ce que ceux qui ont dénoncé les affreux, qui ont permis aux autres, qui ont fait assassiner tant de gens, ces affreux existent toujours? Mais bien sûr. D'abord, ils ont continué. Vous n'allez pas me dire que c'est un peu nous tous. Non, bien sûr. Mais d'abord, ils ont continué. Après, il y a des gens qui ont dénoncé aux Allemands. Et puis après, vous avez les bons Français qui ont dénoncé aux Français. Et qui ont fait condamner des gens. Et puis, quelquefois, par jalousie. Parce que c'est ça, par jalousie. Pour avoir le bien de l'autre. Pour avoir la femme de l'autre. Pour avoir l'argent de l'autre. Donc tout peut recommencer. Mais absolument. Mais pardonnez, je vais vous poser une question. Comment croyez-vous que le ministère des Finances opère dans certains cas? Vous ne croyez pas, vous ne savez pas, nous ne savons pas? Il y a là un grand sujet de reportage, ça s'appelle les aviseurs. Les aviseurs, ce sont des messieurs ou des dames qui avisent le ministère des Finances qu'il y a monsieur un tel qui truc, il y a... C'est de la délation. C'est de la délation. Et ils sont payés, et ce n'est pas imposable. Et la délation, il faut quand même le savoir, du temps des Allemands n'était pas imposable, et la délation en 1995 n'est pas imposable. Le ministère les douanes vous donne une certaine somme, 10%, je ne sais pas, je n'ai jamais marché dans ce... Je ne sais pas, mais enfin je crois 10%, et vous n'êtes pas imposé sur ces 10% qui sont quelquefois des sommes absolument considérables. Vous faites arrêter des trafiquants de drogue, il y a les chiens, bien sûr il y a les chiens sont admirables, mais la lettre avec un timbre à 2,80 francs,
Elle est aussi efficace La que lettre le de chien. cachet. Elle est aussi efficace que le chien renifleur. Arrêtons l'horreur. Bravo. Mais l'horreur continue aussi. L'horreur continue. Marie-Monique Robin, votre film Les voleurs d'Dieu, j'imagine, sera rediffusé sur l'une de nos chaînes. Et puis vive le prix Albert Londres pour l'an prochain, le prix 96. Merci. Merci.